Donc, bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer puisqu'on est le 8 janvier déjà par vous souhaiter une excellente année de 2025 à toutes et tous. On se retrouve aujourd'hui pour un webinaire avec le groupe Caisse des dépôts et consignations sur le thème de collaborer en toute sécurité et on parlera d'une manière générale de la bulle de confiance. On est donc aujourd'hui avec Arnaud Martin. Je vais laisser Arnaud se présenter dans un instant. Et moi-même, on aura l'occasion pendant cette demi-heure ensemble de balayer un certain nombre de problématiques autour de la sécurité des données et de la classification des données aussi, et puis d'un certain nombre de normes, dont notamment la partie cloud-centre de l'État. On verra ça dans un instant. Arnaud, tout d'abord, merci infiniment. Bonne année déjà. Merci infiniment d'être là ce matin avec nous. Est-ce que tu peux te présenter en quelques instants? Et bonjour à tous et merci pour tes vœux, Sylvain, et meilleurs vœux à tous. En effet, je suis Arnaud Martin, je suis le directeur des risques opérationnels, cybersécurité et le contrôle permanent au sein de l'établissement, de la grande banque publique qui est la Caisse des dépôts. Accessoirement, et peut-être pour resituer un petit peu mon parcours, j'ai travaillé pendant à peu près une vingtaine d'années plutôt dans le secteur des télécommunications, donc avant de rejoindre le secteur financier. J'ai eu une grosse expérience sur tout ce qui était développement informatique, réseaux sécurisés, et notamment tous les réseaux que Orange fournit pour les différents ministères régaliens, donc le ministère de l'Intérieur, ministère des Armées. Ensuite, j'ai été directeur des opérations d'Orange Cyberdéfense, directeur de la cybersécurité du groupe Orange, avant d'être directeur de la cybersécurité du groupe des Caisses des dépôts, et ensuite d'évoluer vers le poste actuel, donc qui englobe toujours la cybersécurité, qui est forcément, qui reste un petit peu ma marotte. J'y ai greffé la totalité des risques opérationnels à côté et le contrôle permanent, qui sont des activités assez structurantes sur le domaine bancaire pour ceux qui connaissent le niveau de régulation qu'on peut avoir sur ce domaine-là. Ouais, surtout au niveau de régulation, au niveau bancaire, à chaque fois qu'une nouvelle norme arrive, il y a une partie spécifique pour le domaine bancaire. On l'a encore vu avec NIS 2 et son pendant DORA sur la partie finance. C'est ça, pour tous ceux qui se disent que NIS 2 c'est compliqué, pensez à ceux qui prennent DORA, parce que DORA c'est plus compliqué que NIS 2. Oui, il y avait quelques statistiques qui disaient effectivement que NIS 2, le coût de mise en place de NIS 2 était de plus de 100 000 euros pour une entreprise. Et ils expliquaient que c'était 3 à 4 fois ce coût-là à minima pour les entreprises qui sont soumises à DORA, avec tout le niveau de difficulté qui va avec, bien évidemment. Donc moi, c'est Sylvain Lefeu, je suis Head of Sales OuDrive, en charge notamment des solutions qui sont qualifiées SecNumCloud. Chez OuDrive, on va en parler aujourd'hui, c'est la base, mais surtout derrière, c'est les solutions. OuDrive qui permettent de faire un certain nombre de choses. On peut peut-être passer, Claire, juste sur la suite. Dans un premier temps, je vais vous présenter OuDrive. OuDrive a fêté son quart de siècle cette année, donc on en est extrêmement fiers. Donc plus de 20 ans d'expérience, 25 ans d'expérience désormais. Un peu plus de 2,5 millions d'utilisateurs quotidiens de nos solutions. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à travers les solutions qu'on verra dans un instant, qui sont des solutions de partage, de collaboration ou de sauvegarde, OuDrive aujourd'hui a à peu près 2,5 millions d'utilisateurs qui viennent sur les différentes plateformes. On verra aussi tout à l'heure utiliser nos solutions. Plus de 3500 clients et on est présent non pas directement mais indirectement via nos clients dans 45 pays aujourd'hui. Un peu plus que ça c'est des chiffres 2024. Début 2024, on est aujourd'hui, il y a quasiment une cinquantaine de pays dans lesquels on est présent et dans lesquels on va accompagner les entreprises qui travaillent avec les solutions OuDrive, notamment pour protéger les documents, quel que soit l'endroit où ils se trouvent sur la planète. C'est tout l'objet effectivement des solutions OuDrive. Et puis, qualifié ANSSI depuis 2019, et on a été le premier acteur qualifié SecNumCloud en France. Et on est aujourd'hui toujours le seul acteur sur lequel on est qualifié à la fois sur le SaaS et sur le IaaS, sachant qu'on délivre un SaaS SecNumCloud. Et on est présenté en tous les cas comme la première suite collaborative de confiance, et on reviendra après sur les éléments de la suite. On va peut-être passer rapidement sur les solutions OuDrive. OuDrive, qu'est-ce que c'est? OuDrive vous permet aujourd'hui de prendre un document quel qu'il soit, on gère des centaines de types de documents différents, et de le mettre dans un environnement de confiance et de pouvoir collaborer, partager autour, que ce soit en interne ou en externe. Donc ça, c'est la première partie, la brique bleue que vous voyez sur la gauche, qui s'appelle Work.
on va partager et collaborer autour de fichiers ou de documents sensibles en interne ou en externe, réglementés ou non réglementés. Puisqu'on peut être réglementé, on parlait tout à l'heure de DORA, on peut parler de NIS 2, etc. Il y en a d'autres, mais aussi non réglementés, mais par contre sécurisés, tels que le droit des affaires, puisqu'on a aujourd'hui beaucoup de banques ou beaucoup d'autres secteurs d'activité qui viennent le voir, notamment sur la capacité qu'ils ont à protéger les informations les plus sensibles autour de leur business. Ce qui fait un lien direct avec Meet. Meet, aujourd'hui, c'est une solution qui permet de dématérialiser les réunions de gouvernance. On sait que les décisions les plus stratégiques sont prises dans les comités de direction. Et c'est pour ça que Woodrive aujourd'hui équipe la majorité du CAC 40 et du SBF 120 avec des solutions autour des boards qui permettent de ensuite faire transiter l'information et les décisions à travers l'intégralité de la structure. Bien évidemment, si on fait tout ça et qu'ensuite on va signer ces documents à l'extérieur sur une solution de type américaine, on casse la bulle de confiance. Donc Woodrive est aussi une solution de signature électronique qui est intégrée directement à Work et à Meet et qui permet d'aller signer des documents directement à l'intérieur des plateformes. Et puis une partie Save, c'est une solution de stockage et notamment de restauration des données très utilisée aujourd'hui sur des postes très spécifiques dans les entreprises. Donc, Woodrive permet, en tous les cas, sur une plateforme unique, d'avoir accès à l'intégralité de ces services. Est-ce qu'on peut passer à la suite, Claire? Merci. Donc, on va voir 3 points, notamment, on va discuter autour de ça avec Arnaud, mais tout d'abord, la doctrine Cloud au centre. On a encore eu en préparation de ce meeting un certain nombre de questions sur la doctrine Cloud au centre de l'État, qui avait été annoncée à l'époque par Elisabeth Borne quand elle était en fonction. Ensuite, on passera sur la partie PSSI Cloud et une partie résilience opérationnelle. Peut-être juste avant ça, on s'aperçoit, et il y a notamment une statistique de la CNIL, Arnaud, qui est sortie il y a quelques temps de ça, qui disait qu'en 2024, environ la moitié des citoyens français avaient été touchés par une perte de données ou par un vol de données. De quelle manière cette accélération qu'on voit à travers différents acteurs, ou de grands acteurs plutôt, qui ont été piratés, quel impact ça a? Tout d'abord, est-ce que ça a un impact sur la Caisse des dépôts et consignations? Et si oui, de quelle manière vous traitez, ou en tous les cas, vous agissez par rapport à cette partie-là? Alors, fort heureusement, on n'a pas fait la une des journaux spécialisés ou des journaux plus globaux au niveau de Caisse des dépôts, puisque nous, on n'a pas subi. Alors, bien évidemment, comme je pense toute grande société, on a des incidents de sécurité, on a des crises de sécurité, on l'a plutôt eu sur des périmètres de petites filiales chez nous. Donc, je touche du bois pour 2025. Donc, on n'a pas été impacté directement. Par contre, on est impacté indirectement. En tant que Caisse des dépôts, en fait, on procure un certain nombre de services aux citoyens français. Et il se trouve que ces services qui sont fournis aux citoyens français, ils peuvent s'adosser sur des données qui ont subi des fuites de données de la part d'autres organismes, donc des organismes d'État, des organismes médicaux. Donc, typiquement, un exemple auquel on ne pense pas forcément, mais si on prend son numéro de sécurité sociale, on dit numéro de sécurité sociale, c'est pour la CPAM uniquement pour ces sujets-là. Et bien, en fait, pas du tout. Le numéro de sécurité sociale, c'est un numéro c'est un identifiant unique du citoyen français qui peut être utilisé pour accéder à pas mal de plateformes et donc de services qui sont hébergés par l'État. Parmi ces services hébergés par l'État, typiquement, nous, on est exploitant. Donc le gouvernement nous a mandaté au niveau du ministère du Travail pour gérer la plateforme Mon Compte Formation. Et l'identifiant de Mon Compte Formation, c'est le numéro de sécurité sociale, ce qu'on appelle dans notre petit jargon le NIR. Donc bien évidemment, alors ce n'était pas en 2024, c'était en 2023, mais quand France Travail a vu exfiltrer de l'ordre de quelques 40 millions de données, de données personnelles, il y avait ces numéros de sécurité sociale. Donc, bien évidemment, nous, on doit être beaucoup plus vigilants sur tous les numéros de sécurité sociale qui ont été extraits, puisque les attaquants possèdent, via des achats, reventes ou de la réutilisation, ces numéros de sécurité sociale et ils peuvent tenter de se connecter sur les comptes formation des citoyens avec ces mêmes identifiants. Donc, on a vraiment cet effet de bord qui est de dire, lorsqu'on a un impact à côté, c'est pas parce que c'est pas un fournisseur, un partenaire classique qui est dans notre supply chain, c'est pas parce que nous n'avons pas été victimes de cette attaque-là qu'on ne peut pas avoir des effets de bord avec des dommages collatéraux qui sont importants. Et bien évidemment, toutes ces informations transitent en intercert avec le fait d'avoir des partages d'IOC sur ces sujets-là
de manière bien évidemment très régulée, très sécurisée, suivant. Alors, je ne sais pas si vous êtes, voilà, si vous êtes si vous connaissez ces moyens d'échange, mais voilà, avec des niveaux de partage d'informations autour de TLP. Donc, typiquement, les informations qu'on a échangées sur la partie numéro de sécurité sociale qui avait été exfiltrée, on était sur du TLP RED, donc au plus haut niveau entre, voilà, entre les organismes et nous-mêmes. Effectivement, ça reprend aussi une autre statistique qui sortait, je crois que c'est Surftrack qui donnait cette statistique, qui disait que les citoyens français avaient été ceux qui avaient été le plus visés sur les 18 derniers mois et que plus on pompe de l'information autour de citoyens, plus derrière il est simple, entre guillemets, d'aller faire des dommages à chacun de ces citoyens. Donc effectivement, la sécurité globale, même si elle ne touche pas les entreprises directement parce qu'elles ne sont pas visées, en tous les cas, ça touche globalement les utilisateurs. On va commencer par la doctrine cloud au centre de l'État. Elle touche aujourd'hui les organismes publics dans leur globalité. Doctrine cloud au centre de l'État, donc ça date d'Elisabeth Borne qui disait qu'effectivement on devait sécuriser au maximum les informations les plus sensibles et les plus critiques autour d'environnements idéalement qualifiés SecNum Cloud. Une première question, Arnaud, sur le sujet. Vous gérez des données aujourd'hui qui sont comment dirais-je, soumises à la doctrine cloud au centre de l'État, bien sûr, mais comment vous gérez aussi les autres, puisque en fait, l'État s'arrête à un moment, mais vous avez une globalité de données sur la partie publique, mais aussi sur la partie privée, qui viennent très certainement se mélanger, ou en tout cas superposer. Alors, en effet, nous, on est, voilà, on est toujours un peu à la croisée des chemins entre une entreprise, entre un établissement public, c'est notre statut légal, donc la Caisse des dépôts est un établissement public, avec néanmoins un certain nombre d'activités en propre qui sont plutôt des activités bancaires, et on est le seul groupe bancaire qui a la possibilité d'avoir un certain nombre de filiales qui ne sont pas des filiales bancaires. Donc, c'est assez peu connu, mais par exemple, le parc Astérix, le Futuroscope, c'est en fait une filiale de la Caisse des dépôts au niveau de la Compagnie des Alpes. La partie Transdev, donc dans les transports, c'est également cette partie-là. On a des activités aussi immobilières, donc qui ne relèvent vraiment pas de la sphère publique sur cette partie. Donc, la première des choses, c'est déjà de ne pas trop interconnecter le SI de la maison mère, donc l'établissement public à proprement parler, avec les filiales, ce qui permet d'avoir cette ségrégation assez importante. Après, néanmoins, ne serait-ce qu'au niveau de la maison mère, donc l'établissement public, c'est à peu près 10 000 collaborateurs. Le groupe représente, lui, 380 000 collaborateurs au total. Donc, vous voyez un petit peu la notion de corporate et la notion de groupe au global. Donc, sur ces 10 000 collaborateurs, on gère un certain nombre de choses qui relèvent de la doctrine cloud au centre. Donc, je vous citais mon compte formation, c'est un mandat de l'État qui nous est fourni. Le fait de gérer aussi la retraite de tous les fonctionnaires, ça c'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément, mais en fait, c'est la Caisse des dépôts qui paye toutes les retraites des fonctionnaires des citoyens français. Donc, ça représente à peu près 20% des retraites. Pareil, c'est un mandat de l'État, donc on se doit de le sécuriser au titre de la doctrine cloud au centre de l'État. Vous entendez parler aussi du livret A, on est détenteur de 60% du livret A en termes de fonds d'épargne, et bien évidemment, tout ceci est assujetti à cette même doctrine. Et à côté de ça, on a des activités propres, donc on a typiquement 60 milliards d'euros de trésorerie propre, de fonds propres, qu'on gère telle une banque d'investissement sur les différents marchés. Donc voilà, on se positionne au niveau du CAC, au niveau des obligations au niveau français, européen, potentiellement on prend un certain nombre de parts sur les différentes dettes, etc. Donc là, on est dans du classique qui est totalement hors scope, doctrine cloud au centre de l'État. Et cette dualité, alors à la fois, on peut se dire c'est une contrainte, on peut en faire une opportunité. En fait, ce qu'on a décidé assez en amont en termes d'urbanisme, c'est qu'on n'allait pas avoir deux SI séparés, le SI qui gère la partie très établissement public et le SI qui gère nos données propres. Donc, on a essayé de voir comment est-ce que cette doctrine cloud au centre, elle pouvait être englobante. Il y avait un certain nombre de choses qui étaient des contraintes, mais qui pouvaient être aussi saisies sous forme d'opportunités pour rehausser le niveau de sécurité global. Et ce qui était important, par contre, c'est que compte tenu d'un certain nombre de coûts, et c'est bien mentionné aussi lors de la doctrine cloud au centre de l'État, le but du jeu, c'est de ne pas interdire l'utilisation du cloud autre que du cloud souverain, mais plutôt de l'utiliser à des fins intelligentes et donc de ségréguer les données qui sont sensibles des données qui sont moins sensibles, donc d'avoir vraiment cette approche-là et de se dire que globalement, sur toutes les données sensibles, celles qui sont réglementairement sensibles parce qu'assujetties à la doctrine au cloud au centre, mais aussi celles qui sont
sensibles parce que ce sont des données sensibles de l'entreprise, même si elles ne sont pas assujetties à cette contrainte réglementaire, on va leur décliner les mêmes mesures techniques et donc on va opter pour les mêmes solutions techniques. Donc ça a vraiment été la pierre de base à la construction de notre solution. Merci Arnaud. Juste en complément de ce que tu disais, faire d'une réglementation, pour le coup, qui est cette doctrine, une opportunité, c'est la même chose qui a été faite ou qui est en train d'être faite avec Dora, qui vient aussi, pour le coup, coupler davantage aux activités bancaires. Et comme tu disais tout à l'heure, le groupe Caisse des dépôts et consignation est extrêmement large, parce que c'est pas que tout d'abord, c'est pas que du public, mais comme tu disais aussi, c'est pas que du bancaire sur cette partie-là. Et donc, du coup, est-ce que la classification que vous avez faite, que vous avez mise en place, notamment pour la doctrine cloud-naissante, mais avant ça aussi, est-ce qu'aujourd'hui, elle est la même? Est-ce qu'elle a évolué pour Dora? Et de quelle manière toutes ces couches successives de réglementation, est-ce qu'elles trouvent aujourd'hui la même finalité? Un, dans la classification des données que vous faites, et deux, dans l'utilisation globale autour de SI plutôt sécurisés, ou en tous les cas plutôt souverains sur un certain nombre d'aspects. Comme tu le disais, on a la chance, côté cybersécurité, d'avoir un régulateur qui fournit des normes. Donc la partie réglementaire, certes, elle n'est pas à 100% corrélée au niveau de sécurité qu'on met en œuvre, mais globalement, on a un régulateur et les normes qui sont fournies permettent de rehausser le niveau de sécurité. Donc, on n'est pas sur deux enjeux totalement différents. On est plutôt dans un alignement de ces pratiques-là. Et ce qu'on met en place, et ça aussi c'est important, si on prend un petit peu de recul, on voit que entre la succession des différentes réglementations, que ce soit la loi de programmation militaire 2013 avec la notion d'OIV sur cette partie-là, le NIS1 avec les OSE qui avait été annoncé lors de la première version de NIS1, puis NIS2 Dora maintenant. En fait, on a une montée en puissance, mais sur des modèles qui permettent de capitaliser sur chacune des briques les unes après les autres. Donc, ce qu'on avait mis en place typiquement de notre côté en termes de modélisation des données et de niveau de confidentialité des données, c'est des choses pérennes qui permettent de capitaliser en fait au fur et à mesure pour ces sujets-là, mais aussi pour sur d'autres briques. Donc, typiquement, ce qu'on a fait, nous, côté Caisse des dépôts, c'est qu'assez tôt, alors vous allez me dire, j'ai beaucoup de chance ou j'ai beaucoup de moyens de mon côté, mais c'est vrai que pour chacune des données structurées et des données non structurées, donc les données qui sont dans le système d'information et aussi toutes les données qu'on gère, que ce soit les mails, les données bureautiques, les échanges qu'on peut effectuer entre nous, etc. Les données sont classifiées, donc elles sont marquées du niveau C1 public jusqu'au niveau C4 secret. Et pour chacune des applications, donc sur les données structurées, on a une analyse de risque qui nous permet de définir le triptyque, ou alors plutôt les 4 critères DICP, donc disponibilité, intégrité, confidentialité et preuve ou traçabilité. Et on se base en fait sur le triptyque max ICP, donc le max intégrité, confidentialité et traçabilité qu'on doit avoir sur ces données pour considérer que les données sont sensibles ou pas. Et suivant les critères, à partir du moment, alors on est sur une échelle de 1 à 4 qui correspond au marquage de C1 à C4 secret. Et sur du C3 confidentiel et du C4 secret, bien évidemment, toutes les mesures sont rehaussées et on a un certain nombre de mesures techniques qui sont liées à du chiffrement, à de la double authentification pour avoir accès à ces données-là, à de la traçabilité accrue avec l'ensemble des logs qui arrivent au niveau de notre SOC sur ces sujets. Et bien évidemment, on est sur ces données-là au niveau du C3 et encore plus au niveau du C4 sur cette partie-là. Donc, on a la possibilité en fait de capitaliser sur ces briques et en fait, Dora ne vient rien rajouter sur cette partie-là. Et juste, comme je vous le disais, c'est pour ça où c'est important de voir ça et c'est vraiment une force au niveau de la cyber, c'est que cette réglementation, finalement, ça nous permet d'avoir les bons fondamentaux et ces bons fondamentaux, ça nous permet aussi de gérer quelque chose qui est peut-être moins réglementaire, mais typiquement, ce qui est important dans le domaine bancaire, c'est gérer la fuite d'infos, le monitoring de tout ce qu'on appelle DLP. Donc là, on a aussi de la chance puisqu'on a des outils très puissants qui permettent de scruter la totalité des échanges entre notre SI et en dehors du SI. Et on a un certain nombre de détections qui se basent justement sur le marquage, le niveau de confidentialité de l'information. En dehors du marquage, bien évidemment, il y a d'autres algorithmes, puisque il ne s'agirait pas que quelqu'un, un collaborateur malveillant,
désensibilise volontairement de l'information pour l'exfiltrer et que ça passe au travers des fourches codines de nos outils. Mais ça fait partie des fondamentaux et bien évidemment tout ce qui est identifié en C3 ou C4 est revu par nos experts du SOC et les experts dans mes équipes. Merci Arnaud. Je vais juste reprendre avec une réflexion le début de ton intervention sur cette partie-là, sur la partie réglementaire et sur le fait que tu es reparti de la loi de programmation militaire et avec tout ce qui s'est passé, on aurait pu rajouter aussi la partie RGPD, on aurait pu rajouter un certain nombre d'autres règles de réglementation qui sont arrivées. OneDrive, effectivement, avec les clients avec lesquels on travaille depuis longtemps, on a toujours suivi cette réglementation et anticipé cette réglementation, puisque l'intégralité de ce qu'on met en place en termes de solutions OneDrive depuis la loi de programmation militaire et même avant, permet d'y répondre et donc du coup permet de capitaliser sur une solution pour l'intégralité de ces échanges. On parlait beaucoup d'échanges internes ou en tous les cas de classification de données dessus. Est-ce que tu peux dire un mot sur toute la partie filiale et externe? On a beaucoup de questions quand on intervient au Drive pour la première fois chez un client. Beaucoup de questions pour savoir si l'interne est géré de la même manière que l'externe, quel est le niveau que l'on met, parce qu'on a toujours l'impression que lorsque ça va partir de son système d'information, ou en tous les cas de ses employés ou de ses filiales, on va rencontrer de la complexité autour de la gestion de ces données ou de la collaboration autour de ces données. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Oui, nous, en fait, on a une politique assez stricte pour veiller à la non-fuite de données. Donc, typiquement, il n'y a aucun port USB qui est ouvert chez nous sur les postes de travail. Les accès au webmail sont interdits. Tout ce qui permet, en fait, de potentiellement aller en dehors est très, très fermé. Idem au niveau des interconnexions Teams sur cette partie. Donc, typiquement, on n'a pas d'espace de travail qui sont ouverts à l'extérieur dans cette logique-là. Et on est même, bien évidemment, à l'extérieur du groupe, mais même entre nos filiales, donc on n'a pas ces interconnexions-là. On utilise justement OneDrive comme étant le SaaS d'échange de fichiers sécurisés sur cette partie, ce qui nous permet de l'utiliser au jour le jour pour des échanges classiques, pas forcément sensibles, mais bien évidemment, le caractère Second Cloud que revêt la vision, la déclinaison private cloud côté OneDrive nous intéresse puisqu'on peut aussi échanger des données C3 et C4. La partie authentification est assurée avec une authentification forte, bien évidemment, et on assure la traçabilité avec des revues des droits régulières et des récupérations de traces par rapport à toute la plateforme dédiée qu'on peut avoir de notre côté. Donc, on a vraiment cette vision de se dire, finalement, on a défini un SaaS sécurisé, un SaaS, pas au sens SaaS, software as a service, mais vraiment en tant que SaaS, espace d'échange, qui nous permet d'avoir cette démarche-là et d'utiliser quotidiennement vis-à-vis de tout ce qu'on a à l'extérieur. Pareil, lorsqu'on a des missions avec des prestataires externes et qu'on doit leur fournir, de la prestation intellectuelle et qu'on doit leur fournir un certain nombre de documents, on ouvre cette partie-là, on leur demande d'utiliser ces échanges-là potentiellement, et à la fin, on ferme les espaces d'échange, tous les documents sont détruits, et on est sûr et certain qu'il n'y a pas de choses qui restent potentiellement à droite ou à gauche sur un serveur d'upload qu'on aurait pu mettre, sur lequel on n'aurait pas ces mêmes garanties. Très clair. Le temps file. Est-ce qu'on peut passer sur la partie résilience opérationnelle? C'est de loin celle sur laquelle on nous interroge le plus. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a mis toute cette partie-là en place, que la PSSI est mise et suivie, ensuite on est plutôt sur la partie résilience. C'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer si effectivement un jour tout ce qu'on a mis en place est percé ou en tous les cas est mis à mal, de quelle manière on va pouvoir redémarrer, avancer, collaborer. Est-ce que tu peux donner quelques informations sur ce que vous faites, sur ce que vous avez mis en place et peut-être possiblement un ou deux exemples Oui, tout à fait. Alors là, on est parti on s'est rendu compte que les échanges, l'utilisation de solutions sécurisées pour les échanges avec les filiales ou avec nos fournisseurs, ça représentait à peu près, je pense, 20% des collaborateurs qui l'utilisaient de manière régulière. Ce qu'on s'est dit, c'est que si un jour il y avait un grand soir, ce que je n'espère pas bien évidemment, on aurait 80% des utilisateurs qui ne connaîtraient pas ces solutions-là, qui sont les mêmes briques pour nos solutions de data room avec l'ensemble des outils de gestion de crise, d'espace d'échange qu'on peut avoir en dehors de notre SI.
Et donc là, on s'est dit que c'était un petit peu dommage dans le cadre de tous les sujets de ne pas promouvoir également cette partie en termes d'utilisation régulière lors des exercices de crise, lors des plans de repli qu'on effectue. Et donc, on a opté en fait sur une communication et un usage de ces solutions de crise qui sont sur les mêmes briques que sur les solutions classiques. Et donc là, l'idée, c'est comment est-ce qu'on inclut 80% des collaborateurs qui ne l'utilisent pas au quotidien sur cette partie. Exactement. Et ceci, ça se fait au travers de petites choses en termes de promotion, donc bien évidemment de la communication. Ce qu'on a fait également, alors pour tout le monde, c'est que donc on a équipé chacun des collaborateurs d'un smartphone, ce qui fait qu'un jour, si tous les PC sont tombés, tout le monde aura à minima son smartphone sur lequel les apps associées côté ODrive, et notamment de stockage de documents, de gestion de crise, etc., sont fournies. Et donc, tout le monde a en fait ce deuxième device qui permet de potentiellement continuer à fonctionner si ça ne marchait pas sur le SI classique parce qu'il n'existe plus et que les postes de travail sont totalement coupés. De la même façon, avant, on avait des petits annuaires papier de gestion de crise, des choses comme ça. Là, en fait, on a changé. Alors, je ne sais pas si vous le voyez. On a une petite carte de visite. Donc, la carte de visite, c'est un QR code. En fait, on le flash sur le smartphone. Ça permet d'ouvrir le data room côté ODrive qui permet d'accéder à la totalité des documents de gestion de crise. Donc, en fait, on ne part pas les 3 jours de sidération qu'on peut avoir au tout départ. Là, finalement, on ne les a pas et on entraîne chacun de nos collaborateurs à ces usages, entre guillemets, en mode déconnecté du SI, puisqu'on n'est plus sur notre SI, on est sur des SI tiers. Donc, bien évidemment, ODrive, c'est une brique de notre résilience. La partie data room, ce n'est pas la totalité de nos briques. Alors, on n'utilise pas, alors, malheureusement pour vous, on a d'autres utilisations pour tout ce qui est instant messaging et visio. Mais sachez que voilà, on a justement cette panoplie et on a en fait maillé notre service de résilience opérationnelle sur différentes briques qui sont pour nous des briques structurantes et des briques sur lesquelles il faut qu'on entraîne régulièrement nos collaborateurs. Mais c'est intéressant ce que tu disais, Arnaud, et je vais revenir sur 2 choses. Tout d'abord, sur la partie chat ou visio qui vient s'ajouter, puisque ODrive va mettre à disposition, à partir de ce mois-ci, la partie chat, puis ensuite, dans les semaines qui viennent, une partie visio et mail déconnectés du SI qui pourront effectivement apporter, et ensuite tout ça sera qualifié dans un environnement SecNumCloud. On va commencer par le cloud public. Et ensuite, un autre point sur lequel je voulais rebondir aussi, qui est la bulle de confiance et qui reprend finalement une bonne partie des éléments que tu as donnés, notamment dans la partie protection de ces données. ODrive met en place un certain nombre de bulles de confiance. On pourrait notamment en citer une dans le domaine du nucléaire, sur lequel on a un certain nombre de grands donneurs d'ordre. On pourrait citer EDF, Framatome, etc. Bref, qui utilisent déjà des solutions ODrive dans un environnement qualifié SecNumCloud. Et là, ce qui est fait, c'est que l'on permet à toutes les entreprises du secteur, puisque EDF notamment demande à ce que la majorité des données sensibles soient adressées autour de solutions ODrive, ou à travers, en tous les cas, des solutions ODrive. Ce que l'on met en place avec cette bulle de confiance, c'est qu'on permet aussi à des TPE, PME, qui sont des acteurs forts, notamment des entreprises qui vont intervenir sur une toute petite partie dans des centrales nucléaires ou sur des réacteurs nucléaires, mais qui sont indispensables pour la bonne marche ou pour le bon fonctionnement, en tous les cas, des services EDF. On permet, dans cette bulle de confiance, de créer un seul et même espace à l'intérieur duquel toutes les entreprises qui auront été désignées par un certain nombre de donneurs d'ordre peuvent venir donner, échanger ou participer ou collaborer autour de ces documents. Et on est sûr et certain qu'on reste dans des environnements qualifiés SecNumCloud, même si on est sur 4, 5, 10 ou 15 environnements SecNumCloud différents. On reste en tous les cas dans une bulle de confiance globale dessus. On fait aussi dans le milieu de la justice, etc. ou autre, mais notamment dans le milieu du nucléaire. Ça, c'est assez structurant ce que tu dis, Sylvain, parce que je pense que côté français, on a une bonne approche de la coopération organisationnelle via les coordinateurs sectoriels de l'ANSSI, par exemple. Oui. C'est vrai qu'on peut pousser plus loin le sujet et peut-être opter pour un modèle sur lequel les USA étaient plutôt en retard, mais ils nous ont doublé l'organisation en CISA au niveau des 20 secteurs d'activité. Et là, fournir des solutions techniques est clairement un élément clé. Je pense aux solutions techniques de partage d'informations, potentiellement de partage de données via des plateformes de threat intelligence. Ça fait partie des éléments structurants qui nous permettront de rehausser le niveau de cyber sectoriel au niveau français. Donc, c'est important ce que tu dis. Effectivement, les États-Unis
y aller et de laisser les grands acteurs faire. Puis ensuite, ils se sont ravisés, ils ont donc fait marche arrière, ou plutôt marche avant sur le sujet, ils ont accéléré. Mais on le trouve aussi, puisqu'on a un certain nombre de projets en ce moment avec des départements ou des régions, puisqu'on sait que des mairies aujourd'hui sont de plus en plus aussi attaquées. Et donc, du coup, l'objectif, c'est de faire monter le niveau global de cybersécurité autour d'environnements SecNum Cloud mutualisés autour de plusieurs acteurs qui pourraient être des mairies, des départements, des régions, etc., notamment aussi sur cette partie publique. Et on sait les difficultés budgétaires qu'il y a en ce moment, et donc du coup, ça permet un ROI sur le sujet. Est-ce qu'il y a des questions? Je ne sais pas, Claire, on arrive quasiment au bout, ça fait à peu près une demi-heure qu'on est ensemble. Est-ce qu'il y a des questions, Claire? Ou sinon, est-ce qu'il y a des questions en live, tout simplement, je vous en prie. Pour l'instant, non. Parfait. Pas de questions, mais si certains ont une question, je vous propose d'ouvrir votre micro. Pas de questions, a priori. Bon, c'est très clair. Merci Eric pour ce point. Merci en tous les cas à toutes et merci à tous. Merci infiniment Arnaud pour cette transparence dont tu fais preuve au sein de ce grand groupe qui est la Caisse des dépôts et consignations et qui a la particularité en France de mixer à la fois organismes publics et activités privées en plus d'activités bancaires. Merci infiniment en tous les cas à tous et encore une fois, très bonne année à toutes et tous, qu'elle soit merveilleuse. Merci. Merci. Au revoir. Merci.